Bonsoir Idriss. Bonsoir Eric. Alors on va pas se mentir, on se connaît un petit peu puisqu'il y a quelques temps tu as fait un Bistro Liberté qui a explosé tout au niveau des audiences et des commentaires surtout, ce qui est encore plus Ils sont très bienveillants. remarquable. J'étais très heureux de voir que l'audience aimait un peu la profondeur de ce genre d'émission, de faire des formats à 2 heures, 1h30, 1h45, comme on va faire là d'ailleurs avec Les Incorrectibles. Ça, mais avec c'est vrai, avec une bande, une audience, un public, ça c'est vrai que tu en fais moins, parce que curieusement, c'est vrai qu'on ne te voit pas beaucoup dans les médias mainstream. Oui, mais c'est que je suis pas souvent à Paris. J'avais été à l'époque, Hanouna m'avait demandé de venir sur le plateau, mais alors c'était, surtout pendant le Covid, mais c'était le matin pour le soir, quoi. Et je lui ai dit, écoute, je suis pas... Alors t'es une machine à audience, quoi. Bon, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, on fait de bonnes audiences. Nous Plus tous, d'1 million 300 000 abonnés sur ta chaîne. Sur YouTube, ouais, et puis sur Twitter, enfin sur X, ça se passe bien aussi. Mais malgré les shadowbans au passage, parce qu'on a dû faire face, toi et moi, à des shadowbans, à des tentatives de terrorisme intellectuel, à des tentatives de dire n'allez pas sur la chaîne, enfin tu connais tout ça. Et malgré ça, on a cartonné. Et c'est aussi parce qu'on fait ces formats longs. Donc ravi de le faire avec toi, où on peut développer... T'es qualifié d'extrémiste de droite, toi aussi? Bah non, moi, tu sais, déjà, je suis racisé, t'ajoutes à ça, c'est un terme que j'aime pas, mais... T'ajoutes à ça que... Ah mais ils osent maintenant, hein. Il y a pas, c'est plus être racisé qui les empêche. Non, moi c'était plutôt sur, tu vois, le Covid, etc. Ou le mot complotiste, bien sûr, qui est devenu aujourd'hui une légion d'honneur. Si tu veux. Aujourd'hui, maintenant, si t'as pas été appelé complotiste, t'es pas un journaliste, c'est pas possible, tu vois. Seymour Hersh, le plus grand journaliste d'investigation de tous les temps, a été appelé complotiste. C'est bon. Si Seymour Hersh, qui a révélé le massacre de My Lai, a été appelé complotiste parce qu'il a accessoirement révélé que c'était bien la CIA qui avait fait péter le Nord Stream, ce que tous les gens un peu sérieux savaient déjà, et qu'on commence à peine à accepter aujourd'hui. Bon, c'est devenu en effet un titre de gloire, et on sait que, tu sais, c'est toute la liste de ces épithètes qui étaient censées être des épithètes de dénigrement, comme l'art gothique. Art gothique, c'était une insulte, Bof, c'est gothique, ça, parce que normalement c'est l'art français, C'est l'abbaye de Saint-Denis, l'art gothique n'est pas du tout gothique, il est français. Et donc, gothique, impressionniste, Daft Punk, tout ça, c'était des insultes. Daft Punk, c'était des critiques qui avaient dit « On a écouté ce que font ces jeunes-là, c'est du Daft Punk, c'est-à-dire du punk débile. Voilà. Daft Punk. » Et eux ont trouvé ça tellement marrant qu'ils en ont fait leur nom. Et aujourd'hui, c'est des milliards de vues cumulées, etc. Donc, gothique, c'était une insulte, impressionniste, c'était... Tu me disais, bon, si Rihanna, c'est une chose, t'invites, mais non, moi je m'étonnais que t'es... Bon, Yann Barthès, non? Jamais? Alors lui, c'est trop marrant. Il avait tenté, tu sais, à une époque, son plateau avait... Ils sont cons. Vraiment, je sais pas si c'est la coke ou le petit entre-soi parisien, mais c'est des gens qui sont bêtes. Ils sont bêtes, vraiment. Et tu le sens, vraiment. C'était entre la lecture de prompteur, l'oreillette, c'est des gens bêtes. Là, dernièrement, on avait eu des différents sujets depuis plusieurs mois, c'est pas récent, mais sur Léa Salamé et Glucksmann sont ressortis les sujets, les interviews de Léa Salamé, où on voit qu'elle est bête, quoi. Je suis désolé, je ne veux pas dire les choses autrement. Quand elle interviewe certaines personnes pour parler notamment des Jeux Olympiques, elle te sort « Alors, ce cheval a tué votre fille, qu'est-ce que ça vous a fait ?» Enfin, tu vois, des trucs ni fait ni à faire. Et donc, ouais, Yann Barthès... alors, tu as eu 2 périodes. Tu sais, j'ai eu une période où j'étais dans tous les médias mainstream. Mais oui, je crois me souvenir, c'est à vous, tu n'avais pas été invité sur France 5. Oui, entre autres, BFM TV, j'étais aussi... CNews. À l'époque, je crois que CNews n'existait pas encore. C'est 2014-2016, oui. C'est de 2013 à 2016. Donc tu étais invité même sur le service public. Oui, bien sûr, bien sûr. France Inter, j'ai eu de tout, j'ai fait des matinales de France 3, 2 fois la couverture du Point, 1 fois la couverture de Psychologie Magazine, pardon, et tout un tas de télé, de trucs plus, expert scientifique pour la société Endemol, pour l'émission Les Extraordinaires, avec Christophe de Chavannes, où je me suis rendu compte que c'était vraiment l'exemple du type qui est superficiellement superficiel, comme Castaldi, par exemple, le fils Castaldi, qui est vraiment superficiellement superficiel, c'est un mec très profond à la vie, mais quand tu dois faire 20% de part d'audience, laisse tomber, tu dois dumb down ta persona, quoi. De Chavannes, c'est intéressant parce qu'il a vrillé complet. Moi, c'était une de mes idoles, quand même. Oui, mais ça, c'est à cause du Covid. Laisse tomber, c'est parce que, voilà... Mais mais même pas que, il avait fait une sorte de... Il a complètement vrillé. Moi, j'ai vu que cette partie-là, mais ce que je sais, c'est qu'il a eu un moment un peu Starmania, c'est-à-dire j'aurais voulu être un artiste. Il a eu un moment où il voulait être journaliste d'investigation, mais bon, Coyote Production et tout, enfin je sais pas si tu connais son histoire d'ailleurs, c'est de Chavannes en fait au départ, il entre dans la vie parisienne et la presse parisienne parce que au Bluff, il y a une soirée au Fouquet's et il connaît personne évidemment, t'as un garde du corps et tout, ma star, et de Chavannes au Bluff connaît le prénom d'un type et l'interprète. Hey, Roger, je sais pas, il s'appelle pas Roger, mais Roger. Le mec lui fait signe, donc le garde du corps le laisse rentrer. Et là, le jeune de Chavannes se retrouve comme ça, dans le Fouquet's, avec de quoi enregistrer, et il tombe sur Depardieu,
fin sous, qui devait en être au digestif ou je sais pas quoi, qui, bon, Depardieu n'était pas complètement torché non plus, tu vois, mais il avait encore tous ses neurones, et il lui accorde une interview. Ce qui fait que De Chavannes se retrouve avec une interview exclusive de Gérard Depardieu, et il va voir El Kabbach, donc à l'époque était au service public, si je ne me gourre pas, il n'était pas encore chez Europe 1, je sais plus, enfin bon, en tout cas c'est El Kabbach qui va voir, et il lui dit, j'ai une interview exclusive de Depardieu, mais je veux la présenter. Tu sais, à la Stallone, comme quand Stallone amène le script de Rocky, il dit, je veux jouer le rôle principal. Tout le monde lui dit, on t'achète ton script, $50 000 et barre-toi. Et lui dit, moi je vous le vends pas, $50 000, j'ai beau être dans la dèche absolue, je veux jouer ce rôle, et il a eu tout à fait raison. Et bien là c'est pareil, en fait, il a fait une Rocky de Chavannes, et il a dit, non, je veux présenter. Et au départ, El Kabbach lui dit, mais t'es qui, tu vois? Et il dit, bon, bah si vous voulez, moi je me barre à la concurrence, hop, reste là. Et il a présenté cette interview, donc à l'époque, il rêvait encore d'être journaliste d'investigation, de faire des interviews vérité, des trucs comme ça, voire même reporter de guerre, tu vois. Et puis bon, après, avec Coyote Prod, tellement de moula qui a descendu, forcément, que voilà. Ah, mais à un moment, il avait fait Ciel Montmardi, enfin pour les gens oui, mais c'était pas... Voilà. Il y avait du débat, il y avait vraiment... et puis maintenant, voilà. Et donc, bizarrement, CNews, aujourd'hui, qui a été qualifié de chaîne d'extrême droite par le service public... Je pense qu'ils pourraient m'inviter. Alors, ils m'ont jamais invité, mais je pense pas. Alors, je connais des gens qui y vont, notamment Régis Le Sommier, même Didier Maisto est passé sur CNews, alors que c'est plutôt un homme de gauche. Alors, encore qu'il avait bossé pour Séguin à l'époque, mais c'est un homme complexe dans le sens noble du terme. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, bien sûr, Didier Maisto. Et Pierre-Yves Rougeron qui est passé sur CNews, donc je pense qu'il n'y aurait pas d'obstacle particulier à ce que je... D'ailleurs, juste parenthèse, bon, on va pas faire trop long là-dessus, mais le qualificatif d'extrême droite, donc employé même par Delphine Ernotte... Oui, aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre, on a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence, parce que qui a estropié les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite, hein. Qui a éborgné les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Donc qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus on les a diffamés, on les a dénigrés, c'est l'extrême centre. Hein. La violence aujourd'hui, elle est du côté de Macron, c'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, hein, sans doute moins. Donc ce qu'on appelait l'extrême droite avant, c'était le parti de la violence, c'était les ligues, c'était le colonel Comte de Larocque, c'était les mecs, ils pouvaient te faire sauter l'Assemblée en mettant des... J'ai reçu Alexis Poulain il y a quelques temps, et c'est à croire que tu répètes exactement ce qu'il m'a dit. C'est incroyable. Mais c'est parce que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et lui, il est de gauche. Pour le coup, en effet, Alexis Poulain, c'est vraiment... Il m'a dit que c'était le président de la violence. Ah bah oui, mais ça l'est. Regarde son bilan. Même Pasqua, tu sais, Malik Oussekine et tout, c'était chaud quand même. Hein. Même Pasqua, il a pas tabassé autant que Macron. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que Macron est présenté comme un mec charmant et tout. Mais même Pasqua, qui était quand même un bourrin, qui était quand même un mec endurci, enfin, il a fait la guerre, il a connu le service d'action civique, il a connu la guerre froide et tout, ils affichaient, enfin tu sais, on disait coller des affiches à la baramine, quoi, concrètement, tabasser les syndicalistes, enfin, c'était un mec violent. Pasqua n'a pas réprimé autant que Macron. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Sans parler, bien sûr, des disparitions fortuites, à savoir Éric Denessé, feu Éric Denessé, Olivier Marleix, sur les décès desquels toute la mort n'a pas été faite. Toute la lumière n'a pas été faite, lapsus, toute la lumière n'a pas été faite, notamment avec, quand tu as quelqu'un comme Alain Juillet, qui dit, écoutez, c'est pas normal qu'un type se suicide au 22 en étant ancien espion français, et qu'il n'y ait pas de ses empreintes digitales sur le fusil. On va commencer par là, quoi. Donc, non, de la même façon que, par exemple, François Hollande avait été un des présidents de la 5e qui avait commandité le plus d'assassinats politiques avec les opérations Homo de la DGSE, de la même façon qu'Obama faisait tourner les drones 24-24, alors tu me diras, quand tu es président d'un empire, parce que les États-Unis sont un empire, soyons clairs, eh ben c'est plus propre, entre guillemets, de tuer des gens par drone plutôt que des bombardements massifs à coups de B-52 ou plutôt de B-2 Spirit aujourd'hui. Comme disait Tywin Lannister dans Game of Thrones, pourquoi il serait plus horrible de tuer 12 personnes à un dîner que de tuer 12 000 personnes à la guerre. Certes, mais bon, Obama, mec de gauche, il a buté des gens par drone quasiment tous les jours, il signait, quoi. Hollande, mec de gauche, opération Homo à tous les étages. Donc faut se méfier de ces étiquettes-là, hein, parce qu'à la fin de la journée, c'est la violence qui compte. C'est la violence qui définit ce qui est extrême ou pas, et il est clair que Macron a été le président de la violence. Alors tu parlais d'Obama, ça nous amenait évidemment, voilà, c'est la première grosse partie de l'émission que j'aimerais qu'on consacre à ce sujet. Le monde, bon, est-il au bord du chaos, mais surtout j'aimerais qu'on revienne sur cette terrible mort de Charlie Kirk, donc assassinat, et le bouleversement justement sociétal que
tout cela semble avoir provoqué, parce qu'on pourra vraiment dire qu'il y aura eu un avant et un après la mort de Charlie Kirk. D'abord, est-ce que c'est pour toi le début du chaos, justement, cet assassinat? Alors, il y a toujours un risque, c'est-à-dire, comme disait une de mes idoles, l'explorateur britannique Richard Francis Burton, nous dansons sur la margelle glacée de la mort, mais est-ce que la danse n'en est pas moins amusante pour autant? Donc nous dansons sur la margelle glacée de la mort. À tout moment, on peut mourir. Tu glisses dans ta salle de bain individuellement, tu peux mourir, tu traverses, il y a une voiture qui passe. La vie est fragile. Et l'ordre est fragile aussi. L'ordre qui est la vie sociale, qui est la vie de la société, et qui n'est pas non plus une fin en soi, on le sait bien. L'ordre est fragile. Et même des pays qui ont... Alors, on sait que les États-Unis, leur kryptonite, c'est la guerre civile. Ça, Abraham Lincoln l'avait clairement dit. À 28 ans déjà, il te faisait un discours au Lycéum où il disait toutes les armées d'Europe et d'Afrique avec un Bonaparte à leur tête ne pourraient pas boire un seul verre de l'Ohio. C'était très, très clairement expliqué. Parce que nous sommes protégés, les États-Unis, par 2 océans, même Hitler, même Hirohito ne peuvent pas, ou le général Tojo, ne peuvent pas nous envahir. Par contre, si nous devons mourir, ça sera par guerre civile. Et ça, les ennemis des États-Unis le savent, les ennemis intérieurs comme extérieurs, il y a beaucoup d'ennemis intérieurs qui souhaitent une guerre civile aux États-Unis, et il est clair que l'assassinat de Charlie Kirk va dans cette direction. Maintenant, on doit reconnaître que tous ces gens qui étaient extrême droite ont été extrêmement exemplaires. Je veux dire, on a assassiné un de leurs leaders, je les vois pas dans les rues tout faire péter. C'est des gens armés, c'est des gens qui savent tirer. Et attention, pas armés avec n'importe quoi. C'est des gens qui peuvent avoir des mitrailleuses .50 chez eux. C'est des gens qui ont des armes de guerre chez eux et qui ont parfois des collections entières d'armes de guerre. Qui pourraient retourner tout le pays. Qui tirent tous les jours, toutes les semaines. Donc, en effet, ils pourraient te retourner tout le pays. Tu sais qu'il y a plus d'armes à feu que d'habitants aux États-Unis. Donc, tu dois avoir autour d'1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Pour 320 millions d'habitants, tu as au moins 1 milliard d'armes à feu aux États-Unis. Donc, ils auraient pu te mettre le pays à feu et à sang. Qui est violent aujourd'hui? Des gens qui se disent de gauche. Ils sont pas de gauche. Être de gauche, ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire lutter contre Big Pharma, lutter contre... Or, c'est les premiers à te dire Pfizer est génial, c'est les premiers à te porter un pins avec Pfizer. Enfin, ils sont pas de gauche, ces mecs. Faut arrêter les conneries 5 minutes. La gauche, normalement, c'est quoi? C'est défendre l'ouvrier, c'est défendre l'égalité, la solidarité, c'est défendre l'humanité, le nom du quotidien créé par Jean Jaurès. Bon, il n'y a plus de gauche aujourd'hui. T'as du cadavre de gauche, t'as un zombie de gauche qui va te parler de wokisme, va parler du wokisme à Jean Jaurès, juste 5 minutes pour rigoler, tu vois. Va parler du wokisme aux grandes figures de la gauche, et même des socialistes et des communistes au XXe siècle. Ils vont s'éclater de rire. Va parler du wokisme au Che, 2 secondes. Tu vas voir Che Guevara, tu lui dis alors, le wokisme, il va te fusiller direct. Donc, aujourd'hui, on a un zombie de gauche. Il n'y a plus de gauche. Les vrais enjeux de gauche... Cette disparition de Charlie Kirk, qu'est-ce qu'elle n'a pas renforcé paradoxalement justement la position des conservateurs? Sans doute. Des anti-woke. Sans doute, mais tu sais, après, alors des anti-woke certainement. Cela dit, je vais être très clair, je ne crois toujours pas, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, que la personne qu'ils ont arrêtée soit l'assassin de Charlie Kirk. Je n'y crois pas une seule seconde. On va traiter oui, mais ça maintenant... Turbo-conspi maintenant. Oui, mais voilà, mais tant mieux. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur parce qu'on a traité Seymour Hersh de conspi, de complotiste, alors qu'il avait raison sur le Nord Stream. On a traité les gens qui enquêtaient sur l'ordinateur portable de Hunter Biden de complotistes, alors que c'était vrai. On a traité les gens qui parlaient du nazisme en Ukraine de complotistes, alors que c'était vrai, Stepan Bandera était un nazi, point barre. On a traité les gens qui parlaient aussi des effets secondaires de Pfizer de complotistes. Aujourd'hui, les complotistes ont eu raison sur toute la ligne. Kennedy. Les Kennedy Files nous révèlent qu'en effet, c'est bien l'État profond qui a fait tuer Kennedy. Le mot complotiste a été popularisé pour